Bonjour à tous, c'est Chando, bienvenue dans une nouvelle histoire. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Vous êtes de plus en plus à suivre mes vidéos et à vous abonner, et pour ça je vous en remercie énormément. Et n'hésitez pas également à m'ajouter sur mes autres réseaux sociaux, mon Instagram et mon TikTok, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. J'ai également créé un serveur Discord pour parler directement avec vous, et si vous avez par exemple des idées de vidéos ou des histoires que vous voulez que je raconte, ou même vos propres histoires que vous voulez que je raconte, c'est sur Discord que ça se passe et tous les liens sont dans la description. Bref, l'instant autopromo est fini, c'est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, on va s'immerger ensemble dans l'histoire de Laetitia. Laetitia est une jeune américaine qui vient tout juste de divorcer. Elle décrit son mari, enfin son ex-mari, et sa relation globalement avec lui, comme extrêmement toxique et extrêmement difficile à vivre. Pour elle, il était un véritable pervers narcissique. Elle n'a jamais été dans une relation aussi toxique de toute sa vie. Et vous savez ce qu'on dit, le plus dur n'est pas forcément d'arrêter une relation, mais de le faire avant de se détester. L'histoire commence juste après son divorce, et vous allez voir que parfois un monstre peut en cacher un autre, et qu'il faut vraiment se méfier des chevaliers blancs et de leurs toisons blanches. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique. Il y a plusieurs années, Laetitia était au cœur d'un divorce catastrophique avec son ex-mari, rempli de folles allégations et d'excès de colère, principalement centrés sur la garde de leur enfant. Même si vous vivez une relation toxique, pas forcément un mariage, vous m'accorderez qu'il est très difficile d'y mettre un terme. On reste pour les enfants, pour les amis, pour la famille, ou tout simplement pour tout l'investissement qu'on y a consacré. Comme pour de nombreux divorces ou ruptures, le mien ne faisait pas exception. Les amis, les collègues, la famille se sentent obligés de choisir un camp ou l'autre. Et commence alors le Game of Thrones de la vie. On se retrouve à plaidoyer auprès de son entourage pour essayer de glaner le maximum de lauriers. Dans mon cas, il y avait une sorte de contact professionnel, malheureusement je ne pourrais pas vous en dire plus, qui m'a contacté après avoir entendu parler de mon divorce. Cet homme a proposé d'être un témoin pour ma plaidoirie en raison de certains faits qu'il aurait entendus au sujet de mon ex-mari et dont j'ignorais moi-même l'existence. Laetitia dit dans son histoire que l'enjeu majeur pour elle était la garde de son enfant. Elle voulait simplement juste pouvoir voir son fils. C'était sa priorité absolue. Elle connaît son ex-mari, elle sait de quoi il est capable et elle était très effrayée à la simple idée qu'il fasse tout pour l'empêcher de revoir son fils. Donc cet ami de fortune était une véritable aubaine pour Laetitia. Après ce premier contact avec lui, il a commencé à m'appeler de manière semi-régulière pour s'assurer que j'allais bien. Ce n'était pas quelqu'un que je connaissais particulièrement bien avant ma séparation avec mon ex-mari. Il était beaucoup plus âgé que moi, mais prétendait avoir de l'expérience en matière de divorce et surtout de garde d'enfants. Et pour être honnête, j'ai pensé que c'était une bonne idée d'être poli et de ne pas l'aliéner sur place directement. Encore plus que son témoignage en ma faveur était vraiment très important selon mon avocat. Donc Laetitia avait vraiment besoin de lui. Du moins à cette étape de notre intrigue, c'est ce qu'elle pensait. Au départ, elle essayait de garder une certaine distance avec lui, tout en restant très polie et très courtoise. Mais dès le début, elle a toujours eu un sentiment assez étrange, assez bizarre à son égard. Quelques mois après le divorce, il a appelé un jour Laetitia et a appris que son fils était très malade. Malheureusement ce jour-là, elle était à un séminaire pour le travail. Il a donc immédiatement couru à la pharmacie et s'est rendu chez elle pour donner les médicaments à son fils. Action que Laetitia a vraiment sincèrement appréciée. Il est vraiment sympa cet homme, vous trouvez pas ? Mais après cela, il passait à la maison sans forcément y être invité. Ou il passait avec des cookies pour mon fils. Il commençait vraiment à être de plus en plus oppressant à mon égard. Encore une fois, je n'arrêtais pas de me dire à moi-même de rester poli, le divorce est pour bientôt, mettre cet homme en colère ou le froisser n'aurait absolument aucun sens et aucun intérêt pour moi. Il pourrait très bien témoigner contre moi lors du divorce et prendre part en faveur de mon ex-mari. Pendant ce temps, il m'avait également aidé à mettre en place un système de caméras de sécurité que mon père m'avait envoyé par courrier.
Un autre jour, j'avais besoin de quelqu'un pour promener mon chien et il m'avait proposé de le faire. Un autre soir, il s'est présenté pendant que je peignais une façade d'un mur de ma maison et a insisté pour rester et m'aider. Oui, je sais ce que vous devez vous dire à ce moment-là, que cet homme cherchait probablement plus que de l'amitié avec Laetitia. Et vous devez peut-être trouver Laetitia crédule de pas le voir venir. Mais essayez de vous mettre à sa place. Ça fait des mois, des années, qu'elle vit avec un homme, un tyran, un pervers narcissique, où toutes ses relations avec lui ont toujours été négatives et extrêmement toxiques. Et là, après des années, c'est la première fois qu'elle rencontre juste un homme qui semble être normal, avec des relations normales, qui semble être bienveillant, serviable, et ça lui fait du bien. Après la journée de peinture, il est revenu, sans être invité, avec des photos de magazines de décoration et a commencé à parler d'une façon maniaque, à la limite de l'effrayant, de comment nous pourrions finir de décorer notre maison. Cela m'a mis tellement mal à l'aise que j'ai trouvé une excuse pour m'enfuir immédiatement. À partir de cet événement, j'ai commencé à ignorer ses appels et j'ai emmené mon fils et mon chien chez mes parents pendant plusieurs semaines pour éviter tout contact avec lui. Je me disais, naïvement, qu'il pourrait comprendre le message, que c'était trop, que j'étais pas prête, que je n'étais juste et tout bonnement pas intéressée par lui. Je suis rentré à la maison quelques semaines plus tard, aucune nouvelle de lui, aucun message, aucun mot sur la porte de ma maison ou dans la boîte aux lettres. Rien sur mon téléphone, plus aucune nouvelle de lui, absolument rien. Ouf, je suis tellement soulagé. Il a compris, sans cri, sans bain de sang, sans reproche. Je vais enfin pouvoir retrouver un semblant de vie normale. Plusieurs semaines après notre retour à la maison, j'ai emmené mon fils faire une sortie au zoo et nous sommes tous les deux revenus à la maison complètement épuisés. J'ai posé mon enfant pour faire une sieste dans mon lit et malgré que j'avais encore plein de choses à faire, j'ai décidé également de fermer les yeux avec lui. Je me suis réveillé environ 1 heure plus tard et il m'a fallu un moment pour réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors que j'étais encore à moitié dans les vapes, j'ai réalisé qu'il y avait un rosier posé sur ma table de chevet, que je n'avais certainement pas mis là moi-même. Et il y avait un post-it sur ce rosier qui l'invitait gentiment à le planter dans le jardin. J'ai commencé à trembler de panique et de peur, immédiatement après avoir reconnu l'écriture. Je me suis levé pour aller m'asperger le visage d'eau et j'hésitais à appeler mes parents ou la police. Je vous assure, je voulais vraiment appeler la police. Je suis lucide sur tout ça. Cet homme, ce chevalier blanc d'apparence uniquement, me faisait de plus en plus peur. Mais qu'allait-il se passer si je décidais enfin d'appeler la police ? Est-ce que toute cette histoire n'allait pas se retourner contre moi ? En rentrant dans ma salle de bain, j'ai réalisé que le miroir était couvert de post-it, tous avec des messages plus effrayants les uns que les autres, qui étaient censés être des notes d'amour ou d'affection je suppose, mais qui m'ont fait ressentir tout sauf de l'amour, juste de la peur et du dégoût. Je me dirigeais maintenant vers mon téléphone, mais alors que j'allais de pièce en pièce, il y avait des post-it absolument partout. Et Laetitia ne parle pas de petits mots, de petits post-it attentionnés qu'on va laisser sur une commode, sur une porte de frigo, ou alors sur le petit pot qu'on laisse à l'entrée, vous savez, sur un buffet, où on met plein de choses, des piles, ou des clés, ou plein de choses qu'on veut pas jeter, mais qu'on sait qu'on n'utilisera plus jamais. Non, je ne parle pas de ce genre de petits mots. Je veux dire des centaines de post-it couvrant les murs, dans mes armoires, dans mes tiroirs, dans ma cafetière, mon frigo, ma machine à laver, mon bac à linge sale, mes meubles. Tout, absolument tout était recouvert de post-it. Ce fou en a mis partout. Elle a donc commencé à tous les arracher les uns après les autres, jusqu'à qu'elle tombe sur un dans la cuisine qui lui a particulièrement fait peur. Ce post-it disait « Tu es très mignonne quand tu dors ». Et comme si cette vision d'horreur ne suffisait pas à elle-même, j'ai réalisé qu'il y avait une caméra de sécurité pointée juste là où ces notes étaient laissées. Celle qui m'avait si gentiment aidé à mettre en place des mois auparavant, alors que je ne pensais pas qu'il était un véritable psychopathe. J'ai appelé mes parents dans l'hystérie. Je leur ai envoyé un tas de photos et mon père a insisté pour que je n'appelle surtout pas la police. Mais il m'a promis qu'il changerait toutes les serrures des portes et installerait une nouvelle porte un peu plus sécurisée. Nous avons également immédiatement changé tous les mots de passe des caméras de sécurité, qui pour rappel avaient été installées à l'origine pour vérifier si mon ex-mari essayait de s'introduire dans ma maison. Donc il y en avait une sur le porche et 3 à l'intérieur de ma maison, dont une dans ma propre chambre. Cet homme pouvait apparemment voir et entendre tout ce qui se passait à l'intérieur de ma maison
pendant des mois et des mois durant. Avec le recul, je pense qu'il a dû faire un double de mes clés à mon insu. C'est la seule raison qui lui aurait permis de s'infiltrer chez moi sans aucun problème. Je suis parti et je suis resté chez mes parents pendant quelques jours, effrayé de ce qu'il allait faire quand il allait se rendre compte que j'ai tout découvert et qu'il était maintenant exclu définitivement de ma vie. Quand je suis rentré à la maison quelques jours plus tard, j'ai envoyé mon fils aller chez son père pour la nuit. J'étais donc seul à la maison, au téléphone avec mon père, et je peux vous assurer que je me souviendrai toute ma vie de cette soirée-là. Vers 22h, cet homme s'est présenté à la porte, frappant dessus comme un fou, essayant les serrures, criant des obscénités à mon égard et exigeant qu'on le laisse entrer dans sa maison. Fini toutes les subtilités, les gentillesses, les leurres, la poudre aux yeux, tout ça, c'était du passé. Maintenant, il faisait place à son vrai visage, un homme complètement furieux et complètement détraqué. Tout ce que je pouvais faire était de me cacher dans ma chambre, priant le Seigneur qu'il se lasse et décide enfin de partir. Je dirais qu'une heure plus tard, une heure qui me semblait être une éternité, espérant que mes voisins viennent à ma rescousse, en vain. Puis finalement, les bruits se sont arrêtés. Il était enfin parti. Un peu plus tard dans l'histoire, une fois que son divorce sera complètement bouclé et que la garde de son enfant sera statuée par la loi, Laetitia décidera enfin de déménager. Et bien sûr, à l'ère d'Internet, vous vous doutez bien qu'il a essayé de la contacter. Elle précise dans son histoire qu'il a créé une multitude de faux comptes et a essayé de contacter elle, mais pas seulement elle et toute sa famille directement et avec des faux comptes. Et bien sûr, tous ces faux comptes vont tous se faire supprimer et bloquer les uns après les autres. Et une fois détachée de cette peur de représailles à cause de son divorce, elle a enfin décidé de contacter la police. J'ai fini par contacter la police et je leur ai donné tous les post-it que j'avais gardés. Mais par manque de preuves et de gravité des fautes, comme ils aiment si bien le dire, cela n'a absolument rien donné. Vous comprenez bien, ma petite dame, nous ne pouvons pas mettre en prison toutes les personnes qui vous ajoutent sur les réseaux sociaux. Ah, et les post-it vous les avez peut-être écrits vous-même. Nous n'allons quand même pas mettre quelqu'un en prison pour des post-it, lui a-t-il dit en lui ricanant au nez. Ce passage doit très sûrement vous faire frémir votre veine du front de colère et d'énervement, mais quand l'histoire se déroule, Laetitia précise bien une chose. À ce moment-là, nous sommes dans une autre époque, et l'harcèlement en ligne est quelque chose qui n'est pas du tout pris au sérieux par les forces de l'ordre. Il faudra attendre des années plus tard qu'il y ait le mouvement MeToo ou Balance ton youtubeur pour que les autorités publiques décident enfin de vraiment prendre au sérieux ce genre d'histoire. Et malheureusement, vous vous doutez bien que sa plainte ne donnera absolument rien. Tant qu'il n'y a pas une véritable agression physique, tant qu'il n'y a pas... Je peux pas le dire sur YouTube parce que je vais me faire démonétiser, mais je pense que vous avez compris, tant qu'il n'y a pas une réelle agression, ils ne peuvent rien faire. Laetitia finira son histoire sur Reddit en disant qu'elle n'a eu aucune nouvelle de cet homme, qu'elle a bien évidemment donc changé de maison et qu'elle a également changé de travail. Parce que je vous rappelle que cette personne est un de ses collègues. Et elle ne dira à personne de son ancien travail où est-ce qu'elle habite ou où est-ce qu'elle va déménager. Sa seule inquiétude qu'elle a à la fin de son histoire, c'est que la personne qui va reprendre sa maison est l'une de ses collègues qui vient tout juste de divorcer. Et vous devez savoir que beaucoup de personnes vont répondre à son Reddit et essayer d'avoir de ses nouvelles pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'elle a des nouvelles par rapport à cet homme? Est-ce qu'elle a des nouvelles par rapport à la personne qui vient d'emménager? Mais fait étonnant, Laetitia ne donnera jamais de réponse. Elle finira son histoire par toi, oui toi, chevalier blanc de pacotille. Je n'espère ne jamais te revoir. Et c'est ainsi que cette histoire s'achève. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner et d'activer la petite cloche. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao.